lance le truc, c'est parti. Bon bah moi c'est Quentin. Voilà, donc j'ai été blessé moi par la police le 22 février 2014 pendant une manif à Nantes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et pour revenir un peu sur ce qui s'était passé, en fait, moi j'étais depuis longtemps en fait un gros sympathisant anti-aéroport. J'ai jamais été spécialement militant, mais dans mes amis, il y a des gens de la campagne, j'ai été sensibilisé au problème et du coup c'était une grosse manifestation annuelle, disons, qui demandait à ce qu'on soit nombreux. Donc pour apporter mon soutien, je suis allé manifester ce jour-là. Et on y allait aussi avec des copains dans un but assez festif, parce que le 22 février, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Donc ce jour-là, je fêtais mes 29 ans. Et voilà, tout se prêtait plutôt bien. La manifestation s'est déroulée, nous on a trouvé le départ tout à fait bien, jusqu'au moment où on s'est retrouvé complètement bloqué par les flics. Et là, avec les gens avec qui j'étais, on a halluciné sur le dispositif en fait policier. Et sur cet empêchement de manifester en fait total. C'est aussi ce qui a fait qu'on est resté, parce qu'autour de nous il y avait énormément de gens, tout type de gens, quoi, des familles, des jeunes, des vieux, vraiment tout le monde, et on se sentait légitime d'être là. Et les temps ont passé, et du coup pour la petite histoire aussi, c'est qu'on avait réservé une table dans un resto juste à Commerce. C'est l'endroit en fait où avait lieu la manifestation. Et on pensait que c'était l'endroit bien pour dîner après le soir. Ce qui fait aussi que, parce que j'ai été blessé finalement à 200 mètres de l'endroit où je devais manger. Ouais. Parce que, donc il y a eu, je ne vais pas refaire peut-être tout le déroulement de la manif, mais on a été bloqué tout un temps au cours des 50 otages, puis on a été repoussé en fait plus loin vers Commerce et tout ça, et là la manifestation a commencé à s'éparpiller. Et moi j'ai pas pu m'éparpiller et je suis surtout resté aussi par stupéfaction en fait, de voir tout ce qui se passait et avec cette naïveté en me disant de toute façon nous on n'a pas un comportement, on est spectateur et en même temps en résistance passive quoi. Ils avancent, on recule, on s'arrête, ils s'arrêtent, on s'arrête, ils avancent, on recule et voilà, mais en restant c'est pour ça qu'à aucun moment en fait j'ai pensé qu'il pouvait m'arriver quoi que ce soit, en fait, malgré le climat ambiant qui était vraiment surprenant. Ne paniquez pas, laisse-moi faire. Il s'appelle Quentin. Ils arrivent. Ils arrivent. La police nous empêche de rester. Il y a un blessé là-haut. Oh. Eh, il y a un blessé là-haut. Il y a un blessé grave là. Stop, il y a un blessé grave là. Arrêtez. Putain, c'est grave quoi. Et ouais, le climat ambiant était surréaliste, j'avais trouvé. Et ouais, je suis resté pris par une sorte de naïveté, de révolte face à ce qui venait de se passer, de se dire mais quand même dans un état de droit, une manifestation pacifique en plus, qui est réprimée de cette façon-là, c'était quand même hallucinant, quoi.
Et je me suis retrouvé à discuter avec des gens et comme ça d'un coup en fait, j'ai senti un énorme choc. Et j'ai pas compris du tout en fait ce qui se passait, quoi. Une douleur immense, je me suis écroulé au sol et après mes derniers souvenirs ont été des gens à qui je m'accroche en leur demandant me laissez pas quoi, surtout me laissez pas, quoi. C'était ma grande peur et puis je me suis réveillé après à l'hôpital le lendemain, quoi. Mais du coup sur le déroulement de la manifestation en fait moi j'ai vraiment pas vu parce que je suis pas un habitué des manifestations ni rien et moi dans mon esprit comme beaucoup de gens il va y avoir la police qui va arrêter les gens qui ont des comportements soit agressifs envers la police ou envers d'autres gens en fait. Enfin, je légitime pas forcément l'action de la police, mais je me dis que voilà, si on nous tire dessus ou qu'ils ont un comportement violent, c'est que peut-être on en a eu un. Et là, en n'en ayant pas eu justement, jamais j'aurais cru en fait que ça puisse arriver, quoi. Ça, c'était il y a 2 ans. Alors la toute première, quand je suis arrivé en fait aux urgences, moi tout ça je me rappelle pas du tout. Je me rappelle le lendemain. Donc le lendemain, moi j'ai juste vu des infirmiers, un médecin mais qui a été très évasif en fait sur l'état de mon œil. Et dans la même journée, on m'a emmené faire un scanner. Et là, par contre, c'est un moment dont je me rappellerai tout le temps parce que je me suis retrouvé en fauteuil roulant. Ils m'ont emmené donc le lendemain de l'opération, donc encore pas très bien du tout. On me fait le scanner et les infirmiers ou les techniciens en fait chargés du scanner, plutôt que rappeler l'infirmière pour me remonter dans ma chambre, m'ont laissé dans le couloir. Donc là, j'ai eu 1h30 pour entendre tout ce qu'ils ont balancé sur moi. Pour eux, c'était bien fait pour moi parce que Nantes avait été ravagée. Enfin, je comprenais absolument pas ce qu'ils disaient déjà parce que ayant été à la manifestation, je n'avais pas l'impression qu'on parle déjà du même endroit. Et puis le rapport en fait du corps médical qui, moi, ils m'ont traité comme de la merde, clairement, quoi. Donc je me suis vomi dessus, retour d'anesthésie. Et c'est une brancardière qui me voyant là, mais c'est pas normal. Et elle m'a remonté dans ma chambre. Si les mecs m'avaient laissé en bas et à se foutre de ma gueule, du coup, enfin, la porte était ouverte, ils étaient dans le bureau d'à côté, j'entendais très bien. Donc ça, c'était assez marquant. Et puis après, remonter, et puis on m'explique que j'ai vraiment perdu mon œil, quoi. Et là, sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent, quoi, à ce moment-là. On me le dit pas vraiment, en fait. C'est pas les médecins qui me l'ont dit direct. Je l'ai vu dans les yeux de ma copine, en fait. Quand je l'ai revue, en fait, après, elle était vraiment dépitée, quoi. Elle avait les larmes dans son regard, mais je voyais qu'elle essayait de garder la tête haute. Et puis je lui ai demandé tout simplement, quoi, est-ce que je l'ai perdu? Et elle a fondu en sanglots en me disant oui. C'est comme ça vraiment que je l'ai su, en fait. Et puis après, à reposer des questions au médecin, on m'a expliqué mieux, mais j'ai pas senti spécialement. J'ai vu des bons médecins, les chirurgiens et tout ça, mais pour la suite, on m'a pas orienté vers un psychologue, on m'a donné des soins infirmiers, je suis rentré chez moi et un infirmier passait 3 fois par jour à la maison, mais sinon, j'ai pas su plus en fait sur la suite. J'ai dû moi-même contacter un prothésiste pour la suite. Je savais pas ce qui allait se passer. Au début incrédule, en me disant vraiment je vais me réveiller, c'est pas possible. Enfin, et puis les jours passant, je me rends compte que je me réveille bien tous les matins, mais que c'est toujours là. Du coup une colère immense qui est arrivée très vite, mais une colère en même temps contrebalancée par un sentiment d'impuissance, quoi. Déjà physiquement, j'étais vraiment anéanti. Du coup ça a été très compliqué. Très compliqué à gérer. Et du coup, en sortant, pas mal la fatalité et se dire, de toute façon, là, il se passera rien, il faut que j'attende. Donc j'ai déposé plainte quand même très rapidement derrière, parce qu'il fallait pas que ça reste dans la semaine qui a suivi. Mais par contre, très très vite, dans les jours où j'étais encore à l'hôpital, on a très vite lancé une sorte d'appel à témoins, en fait. Parce que je savais quand même que c'était de la part de la police, parce qu'au moment où ça arrivait, on discutait avec des gens face à un cordon de police, donc le projectile venait d'eux, quoi. Ça c'était sûr. Donc il fallait que ça se sache et que des gens puissent dire aussi ce qu'ils ont vu, quoi, pour que ça puisse nous servir pour la suite, quoi.
Donc déjà, les séquelles immédiates, ça a été des fractures. Des fractures donc, du globe oculaire autour, le nez en plusieurs endroits. Enfin, du globe oculaire de cet os-ci, là j'oublie tout le temps son nom. L'arcade aussi qui s'est fendu. L'œil, du coup, qui a complètement explosé. Du coup, ils n'ont pas pu le garder. Ils ont été obligés d'enlever du coup l'œil pour faire une greffe pour que je puisse ensuite avoir une prothèse. Des muscles ont été touchés aussi, ce qui réduit du coup la mobilité de la prothèse à terme. Du coup, pour tout ça, ça a été réparé, des plaques, on a reconstruit un petit peu, puis de la chirurgie après plastique pour redonner en fait une forme, recréer des volumes, enfin refaire quelque chose de assez identique à l'autre. Et puis après, il y a tout le côté psychologique quoi, qui lui est plus compliqué. Quoi. Parce qu'entre le moment d'admettre, je passe par plein de phases en fait, des moments où tout va bien, des grands moments de dépression, et puis à essayer de remonter. Au départ, je pensais être assez costaud pour le faire tout seul. Et puis avec le temps, en fait, je me suis rendu compte qu'une aide extérieure d'un médecin aurait été quand même utile. Parce que malgré le fait que j'ai beaucoup de soutien, qu'il y ait beaucoup de monde autour de moi, que je puisse parler librement de ce qui m'est arrivé et tout, c'est pas toujours évident d'en parler à ses parents, à ses copains, à sa copine. Le regard des autres n'est pas forcément celui qu'on attend. Enfin, c'est celui qu'on attend, mais un regard extérieur, en fait, parfois sur ce qui est arrivé, peut faire du bien. Il y a des choses qu'on me pardonnera peut-être maintenant plus facilement, parce que, oui, mais maintenant, il est borgne. En fait, une sorte d'empathie qui est là, malgré tout, quoi. Je pense pas être quelqu'un de différent. Je pense être quand même le même, à part un peu changer physiquement, mais je sens sur certains égards des fois que le fait que ce soit arrivé en fait rentre en compte maintenant. Il y a des choses, on va me dire plus qu'avant quand je coupe un bout de bois ou quand je fais quelque chose, fais attention, protège-toi. On va régulièrement me dire faire en sorte que j'ai pas à conduire de nuit ou des attentions qui sont très bien mais qui des fois sont pas forcément facile à admettre en fait, de se dire que notre vie a changé finalement. Qu'on a changé, j'ai changé malgré tout. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui reviennent, des choses qui ont changé radicalement, mais en fait, au moment où ça m'arrivait, j'étais artisan charpentier. Je m'étais mis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, ça fonctionnait plutôt pas mal. J'avais fait aussi avant une formation de cordiste, les travaux de grande hauteur. Et en fait, on m'a appris aussi que les travaux de charpente, je pourrais en refaire, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pas tout de suite. On m'a dit aussi que les travaux sur corde, par rapport à la médecine du travail, le fait d'avoir qu'un œil, ça allait être très compliqué, voire impossible de recommencer à faire ce métier-là. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut encaisser, c'est qu'est-ce que... J'avais mis du temps à construire des choses. J'avais la chance, je trouvais, de me lever le matin et d'être content d'aller bosser parce que j'aimais bien. Je ne le voyais pas que comme un travail au sens pénible, mais un travail. Moi, ça m'apportait des choses plaisantes. Et du coup, voilà, tout ça qui s'effondre aussi. Et puis, je ne sais plus où je voulais en venir. Mais que dans le quotidien en fait, donc ça a modifié mon travail, donc je m'y suis remis quand même un petit peu comme ça pour voir en fait, en bricolant ou pour voir la vision, donc je sens que les choses reviennent mais que ça a changé. Après je sors plus sans avoir du collier sur moi, j'ai tout le temps des lunettes de soleil, je porte des lunettes aussi maintenant, que je portais pas avant. Après c'est dans le quotidien c'est aussi des cauchemars, c'est aussi des périodes de gros repli sur soi, c'est des choses qui... Puis après, c'est des choses plus techniques, de savoir servir un verre bien dans le verre, de le poser bien sur la table et pas un petit peu à côté de la table, ou de l'attraper du premier coup. La vision du 3D, en fait, le 3D, ça se joue en fait comme si je voyais à plat. Donc du coup, d'attraper quelque chose, il m'a fallu du temps pour apprendre à jauger maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, attraper un verre ou te serrer la main, par exemple, tout simplement, des gestes simples, mais je m'y reprenais à 2 fois, j'allais attraper le bout de la main, par exemple, ou on me tend quelque chose et je faisais la pince avant d'avoir attrapé le truc. Donc c'est des choses qui
qui reviennent. Je peux plus aller voir des films en 3D au cinéma, par exemple. Puis après, c'est le regard sur soi quand on fait sa toilette et qu'il faut enlever l'œil pour le rincer, le nettoyer et qu'on va voir son visage avec un trou. Ça, c'est pour le côté vraiment pas drôle, quoi. Mais sinon, j'ai quand même espoir, moi, dans le fond, que ma vie reprenne de toute façon un cours normal, quoi. Et qu'on puisse faire les choses, je les fais peut-être différemment, mais je les ferai toujours. C'est ce que j'essaie de me dire. C'est que du coup, au tout début, nous, on était vraiment avec mes proches, ma famille, complètement perdus, parce qu'on ne savait pas vraiment quoi faire, en fait, au tout départ. Et puis, très vite, en fait, il y a eu justement un appel sur les réseaux sociaux, un peu, qui s'est lancé. Et des gens ont pris contact avec nous, en fait, en nous disant écoutez, voilà, c'est des histoires malheureusement on connaît, et on peut vous faire partager en fait notre expérience et vous apporter un certain soutien, des conseils, et en fait c'est des gens qui m'ont un peu aiguillé sur quelle démarche à faire, comment je vais déposer plainte, parce que l'idée même d'aller déposer plainte contre la police à la police, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, moi je me disais, ça me paraissait complètement aberrant. Et comment faire pour pas qu'on me rie au nez, pour que ma plainte soit vraiment considérée comme une plainte valable et réelle. Et du coup, c'est des contacts qui, avec le temps, sont même devenus des amis, qui m'ont un petit peu aidé. Puis après, ça a été vraiment des rencontres et des échanges avec les gens qui, petit à petit, ont fait que ah, mais t'as pensé à faire ça, t'as pensé à te renseigner auprès de tel organisme, et les choses se font petit à petit. D'être accompagné, ça a plusieurs aspects. En plus, c'est aussi bien sur le fait, vraiment sur le fait de ce qui s'est passé, mais c'est aussi sur les à côté. D'avoir quelqu'un qui te file un coup de main pour faire les courses, qui t'aide à une démarche que tu dois faire ou récupérer ta voiture. Moi j'étais artisan, on a pu se débrouiller pour ne serait-ce que récupérer mes outils sur les chantiers, faire une logistique en fait autour. Le fait d'avoir des gens, ça soulage en fait de se dire que mince, il y a tout ça auquel il faut que je pense, et que tu as des gens qui disent non, ça n'y pense pas, moi je vais y penser pour toi, et concentre-toi sur d'autres choses. Donc moi c'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir du monde autour de moi, et ça m'a permis je pense garder le cap quand même, c'est de garder la tête haute et puis me concentrer sur certaines choses, ne pas me concentrer spécialement sur des aspects matériels. J'étais logé, voilà, j'ai pu financièrement être un petit peu aidé par ma famille, des choses comme ça pour les loyers, pour les choses vraiment matérielles, quoi. Donc d'avoir eu ce soulagement, c'est quand même, ça aurait été un poids en plus, quoi. Alors ouais, assez rapidement en fait, je crois qu'1 ou 2 mois après que j'ai déposé plainte, j'ai été entendu une première fois longuement par un inspecteur qui m'a montré du coup pas mal d'images prises par la police du jour même, enfin j'ai vu pas mal de choses qui m'ont aussi permis de mieux comprendre un peu comment les choses se sont passées. Et ensuite plus rien, pendant un long moment, quoi. Et puis ils m'ont recontacté, je les ai revus une deuxième fois, peut-être 6 mois après, puis une nouvelle fois plus rien, quoi. Et l'enquête a duré apparemment 1 an jusqu'à ce qu'elle atterrisse sur le bureau de la procureure de Nantes. Mais c'est les seuls entretiens que j'ai eus. J'ai même pas pu signer une déposition de ce que j'avais pu dire ou voir dans les locaux de la police en fait. Alors elle a pris une décision l'année dernière. Donc 1 an après les faits, elle a pris la décision de ne pas instruire l'enquête. Parce que selon elle, et en se basant sur le rapport de police, la responsabilité vient bien des forces de l'ordre, mais l'enquête n'est pas allée jusqu'à définir quel était le tireur. Ils savent que c'est un tireur de la police, mais ils ne savent pas lequel. Et du coup, elle, dans l'absence de cet élément-là, elle estime que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée pour instruire l'enquête. Tout en du coup reconnaissant la responsabilité de la police par le même papier finalement. Donc sa réaction a été un déni total en fait de ce qui s'est passé, quoi.
Je peux apparemment saisir un juge d'instruction de manière personnelle. Après, on essaie encore de réfléchir avec mon avocat aux éléments en fait, qu'on a dans le dossier pour savoir si on peut avoir justement suffisamment de matière pour avoir des chances au tribunal pénal. Mais par contre, en parallèle, on est en train de monter par contre un dossier pour aller au tribunal administratif, pour pouvoir justement faire condamner l'État. Parce que le pénal, si on n'arrive pas à définir quel est le tireur, ça ne sert à rien qu'on aille au tribunal pénal, quoi. Non, alors l'enquête a quand même réduit en fait les possibilités. Ils savent que il y a un corps soit des CRS basés à Lille, soit de la BAC de Nantes, ils le savent. Ils savent qu'il y a eu 3 tirs simultanés dans ma direction, en tout cas dans la direction du petit groupe de personnes, des 3 personnes avec qui j'étais. Ils savent que j'avais eu aucun comportement soit dangereux ou agressif ou envers la police, ils le savent. Ils savent que c'est la police qui a tiré, ils ont tous les éléments en fait, mais ils n'ont pas cherché à savoir quel flic avait quelles armes à ce moment-là, quoi. Il y a des dotations en armes, il y a normalement des procès-verbaux de tir, ça devrait être consigné quelque part, mais voilà, on ne sait pas encore, on ne sait pas. J'aimerais de la justice en fait, mais en fait ce que j'aimerais aussi c'est que la police, les forces de l'ordre en fait, soient responsables de leurs actes. Moi, si les choses sont faites, en fait, j'ai été blessé, ce sera à vie maintenant. Et face à moi, en fait, j'ai des gens qui disent « Bah oui, c'est arrivé, c'est bien nous, mais on ne sait pas qui c'est. » C'est complètement hypocrite. Donc c'est la vérité, en fait, que j'aimerais. J'aimerais que la personne qui m'avait dans son viseur assume, en fait, ce qu'il a fait, assume d'avoir mutilé quelqu'un gratuitement et sans raison. Et c'est ça en fait qui me met en colère aussi, c'est de se dire que ces personnes sont censées nous protéger et qu'en fait on se rend compte qu'elles sont aussi capables de nous mutiler, mais qu'aucune responsabilité ne leur revient. C'est comme si c'était des gens irresponsables qu'on arme et ils peuvent tout faire, ils sont capables de tout, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Ça, je trouve ça, je trouve ça désarmant, quoi. Je me dis que j'étais peut-être plus naïf avant, à me dire qu'on était égaux, qu'on était dans un pays de droit, un pays qui se dit le pays des droits de l'homme, un pays de justice, d'égalité. J'ai grandi avec cette idée-là, c'est l'idée qu'on nous donne en fait de la France. Et quand on se rend compte un petit peu mieux de certains rouages en fait qu'on connaît pas forcément, je perds certaines illusions en fait. Et je sais que maintenant je serai beaucoup plus vigilant sur ce que je vois, sur la manière dont je peux, mettons, un contrôle d'identité ou quelque chose, je me permettrai plus facilement de dire mais vous faites quoi là, ou je sais pas comment l'exprimer, mais je me sens en tout cas plus concerné. C'est assez ça qui est aussi, qui est fou, je trouve. C'est ce qu'on dit souvent quand ça nous touche nous, qu'on prend conscience en fait. C'est par exemple en ayant été blessé que j'ai pris conscience qu'il y avait autant de personnes qui avaient été blessées par des tirs de flashball dans des conditions pas similaires, mais en tout cas des conditions qui prêtent à interrogation, sur les circonstances en tout cas. Et je ne savais pas en fait tout ça parce que j'ai eu l'impression que si on ne s'informe pas nous-mêmes, en fait, la presse ou la manière dont les choses sont relatées, on n'est pas forcément au courant. Donc je me sens plus vigilant en fait qu'avant. Avant, je me sentais un citoyen, par exemple, le fait d'aller manifester contre un projet de l'État, en étant citoyen, moi je me dis ma façon de faire, c'est d'aller dans la rue pour dire je suis contre. Là, mon action citoyenne, elle va aller maintenant peut-être un petit peu plus au-delà, quoi, d'être un peu plus vigilant. Et déjà mieux m'informer, essayer de mieux recouper ce qu'on me dit, de ne pas prendre pour argent comptant aussi ce qu'on peut entendre à la télé, ou je sais pas comment dire, essayer de s'éveiller un petit peu plus, à plus discuter avec les gens, de plus échanger en fait. De se dire que
Je pense par rapport à l'information en fait, parce que je me dis que peut-être si j'avais entendu peut-être plus régulièrement ou si ça avait fait les gros titres que encore un citoyen blessé par un représentant des forces de l'ordre, encore un, peut-être que je me serais dit mais quand même tout. Là le fait de ne pas être au courant, enfin je sais pas, enfin on se dit il se passe plein de choses et là ça m'arrive donc ça y est, ça me touche. Et je trouve ça dommage, en fait. Donc j'aurais plus tendance à essayer de dire aux gens, écoutez, ouvrez-vous, informez-vous, en fait. Parce que ça me paraît être un minimum qu'on puisse faire, en fait. Pour prendre conscience des choses et se dire qu'on se fait quand même manipuler sur pas mal de choses, qu'on ne nous raconte pas la vérité. Et je l'ai bien vu après quand les journaux ou certains médias ont pu traiter cette affaire-là. On part coupable, de toute façon, quand on s'attaque à la police. Donc à partir de là, c'est compliqué, quoi. C'est un mot que je considère pas comme pas approprié en tout cas à ces circonstances-là, parce que d'avoir pu voir des vidéos de l'hélicoptère notamment et du dispositif policier, la manière dont ça s'est passé, à mon avis, c'est un tir qui a été fait sciemment, dans le sens où on était un petit groupe inactif, disons, qui parlions. Et un peu plus loin, il y avait un autre groupe de personnes qui, eux, étaient plus en résistance face à la police, on va dire. Et le fait d'avoir tiré dans cette zone-là et orchestré une charge au même moment, ça a créé une grosse dispersion et ils ont repris le contrôle, en fait, complet de la place à ce moment-là. Donc, d'un point de vue stratégique, il y a une raison pour qu'ils m'aient tiré dessus, en fait, qu'ils aient tiré dans cette direction-là, qu'il y ait eu 3 projectiles. 3 projectiles pour 4 personnes. Pas armés, enfin, c'est quand même, faut une raison, ou alors être complètement inconscient, ou alors ils se sont crus dans un stand de tir, ou alors, voilà, quelqu'un pas formé qui a paniqué, mais je parlerai pas de bavure, ils étaient suréquipés, surarmés, c'est consciemment, quoi, c'est des armes précises, ils ont pris la décision d'appuyer sur la gâchette, c'est pas arrivé par hasard, non. Et oui, je suis pas mal dans cette idée-là, justement, comme je te disais, d'avoir vu des gens qui avant manifestaient n'y vont plus parce qu'ils ont peur. Je me dis que c'est une arme faite pour en blesser un et faire peur à 100. Parce que finalement, c'est souvent comme ça. Et c'est aussi une arme qui permet, on l'a vu aussi dans différentes manifestations, de créer une tension, en fait. Parce que quand un défilé se passe bien, il suffit qu'un flic braque le défilé avec un flashball. Et en général, c'est à partir de là que les choses partent. Parce que, mais c'est pas, moi je trouve pas que ce soit une arme qui soit faite pour le maintien de l'ordre, non. C'est totalement inadapté. Et puis c'est global, quoi, quand on peut pas viser une personne dans ces cas-là, sinon après ce sera quoi, au fusil direct. Et je crois que ça détourne tout à fait de l'usage de départ, de la destination de cette arme au tout départ, je crois. Que les gens déjà prennent conscience de la dérive en fait sécuritaire dans laquelle, qu'on voit arriver, quoi, cette dérive autoritaire, sécuritaire, tous ces pouvoirs donnés à la police. Et moi, je serais pour une interdiction en fait de ce type d'armes, notamment en manifestation. Après, moi, j'ai un discours. En fait, quand j'avais découvert ce truc-là, après, bon, on fait ce qu'on veut, mais moi, je trouve qu'une arme qui pouvait, comme le flashball utilisé dans des conditions, par exemple dans des cas de terrorisme ou dans des choses graves où on veut justement pouvoir, on est face à des gens par exemple armés, on veut pouvoir ne pas les tuer, mais que ce soit une arme pour un usage comme ça, puisque je serais contre les armes à feu, donc dans un usage en fait, disons, bien encadré, voilà, moi j'ai mon avis, disons, là-dessus, et je pense pas que ce soit bien, mais en tout cas dans le maintien de l'ordre, donc que ce soit en manifestation ou dans les interventions de la BAC dans les quartiers, ou que ce soit devenu un substitut à la matraque, ça, non, c'est complètement
Sachant que les médecins ne connaissent pas vraiment les lésions occasionnées par ce type d'arme, ils ne connaissent pas bien les blessures. C'est très opaque en fait autour de ça. Et puis une fois de plus, c'est encore un gros lobby d'armement. Et voilà, je trouve que c'est... Je serais pour un désarmement de la police. Enfin, en tout cas, en termes de flashball et autres tasers et des choses comme ça. Mais c'est vrai, oui, que mon regard a évolué de ce point de vue-là.